Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous emmener en balade aujourd'hui. Ouais, je dis pas toujours ça d'ailleurs, je vais préciser, on va partir au fil de l'eau, on va descendre la Loire parce qu'en bord du fleuve, il y a une adresse qui mérite qu'on fasse escale. On est à Blois et Christophe Hay nous attend en Fleur de Loire, c'est ainsi qu'il a baptisé son sublime restaurant qui semble fendre le fleuve. Par la fenêtre de la salle, on le voit justement qui descend caressant cette bulle que le chef a construit ici après un parcours surprenant. Et quand je parle de bulle, ce n'est pas une formule. Et pour vous donner la note qui se joue là-bas, je vais vous donner le off de la journée où j'ai retrouvé le chef pour cet enregistrement. Ça a commencé tôt, ça a commencé pour moi par un train parisien et très vite, il y a eu une histoire de correspondance. Vous me voyez venir, ça s'est transformé en une histoire de correspondance loupée car ma vue m'a fait défaut et j'ai pris un Z pour un 2 et sur le mauvais quai donc j'ai attendu et le train n'est jamais venu. Zai. J'ai sauté dans une voiture de location, foncé vers Blois. Jusque-là, je n'avais qu'un peu de retard. Le chef allait pouvoir assurer son service du midi, car Christophe est toujours dans sa cuisine. Et puis, il y a eu une sortie que j'ai loupée, et une prochaine bien loin, qui a rajouté 40 minutes au GPS, et qui m'ont mis dans une rage et une tension hors du commun. Si je vous raconte ces petits détails perso, c'est pour vous dire qu'au lieu de s'en offusquer, de montrer un agacement, de me faire sentir que je bousculais une mécanique pourtant bien huilée, quand je suis arrivé au restaurant, j'ai été cueilli au sortir de la voiture par un « tout va très bien » désarmant, par une quiétude qui résonnait authentiquement. En 1 minute, j'ai senti qu'ici, les considérations dans lesquelles je m'étais pris les pieds ne prenaient jamais le dessus. Il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de rendez-vous, en tout cas rien qui fasse que l'humeur ne devait s'en altérer. Et c'est ainsi que Christophe s'est assis face à moi pour déployer un caractère net, décidé, une vision affirmée, mais une grande douceur et une remarquable sérénité. Mais comme le fleuve qui glissait derrière nous, je me suis dit qu'il fallait pas se fier au fil de cette ambiance et que l'histoire devait sinuer davantage, et je n'avais pas tort. Moi, c'est David Ordonneau, vous écoutez Chef et je suis heureux de vous faire découvrir cette histoire qui va vous emmener aux États-Unis, dans une parenthèse de l'histoire de la gastronomie savoureuse, en compagnie de Paul Bocuse. Oui, car Monsieur Paul, c'est la figure qui plane au-dessus du parcours de Christophe Hay. Vous allez voir que c'est d'ailleurs un Paul Bocuse intime que le chef a côtoyé, loin qu'ils étaient tous les deux de leur France natale. Cet héritage, Christophe Hay le souligne encore aujourd'hui en salle, au point même de porter sur sa veste des mots brodés discrets, blanc sur blanc, mais tout de même, merci Monsieur Paul. Alors entrez dans cette bulle avec moi, découvrez l'approche de celui qui se définit comme un terroiriste. Découvrez la vision à la fois radicale et pleine d'humanité de Christophe Hay. Un terroiriste, peu importe où il peut se trouver finalement, il est capable de s'adapter à un terroir, à une philosophie et de cuisiner en fonction de ce terroir. Donc moi aujourd'hui, je suis originaire du Loir-et-Cher. Ma volonté, elle était vraiment ici à Fleur de Loire de valoriser justement tous les acteurs de mon département et de ma région. Et le fait d'être terroiriste, j'ai essayé vraiment de m'entourer des plus beaux produits et surtout des richesses qu'on peut avoir dans cette région. Et donc du coup, oui, je valorise les poissons d'eau douce. Oui, je valorise l'élevage et la production qu'on peut avoir autour. Et oui, je valorise tous les vergers qu'on peut avoir également dans cette région. Donc voilà, il y a vraiment. Si aujourd'hui j'ai pris cette décision de travailler que ces poissons d'eau douce, c'est parce que je me voyais pas ici à Blois travailler de la sole, du tourbeau et de la Saint-Jacques, quoi. Et c'est un parti qui remonte à il y a quelques années. Maintenant, on se parle de la cuisine d'aujourd'hui, mais ce parti justement de la localité, vous l'avez pris il y a un petit moment déjà, mais vous avez voyagé quand même. C'est ça. Et si on remonte le fil, vous allez nous expliquer toute cette histoire et comment vous en êtes arrivé là. Si on en revient au tout début, au premier jour. Elle s'écrit comment, l'histoire, ou en tout cas son début? Vous avez grandi dans quel genre d'environnement? Moi, je suis issu d'une famille ouvrière, hein, donc ma maman était cantinière, donc elle travaillait dans une cantine de collège. Mon papa boucher, mais ouvrier également, hein, donc voilà, on est dans une famille modeste. Mais mon papa déjà était vraiment attaché au jardin. Voilà, c'est son temps et sa passion, c'était le jardin.
on avait un gros jardin à la maison, ma maman qui cuisine beaucoup et énormément. Et puis du coup, c'est vrai que voilà, je suis issu d'une famille agricole depuis 5 générations du côté de ma maman, hein, puisqu'on a une ferme familiale sur un petit département qui s'appelle un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Froidemantel. Donc là, on est entre Vendôme et Châteaudun, donc voilà. Petit village perdu, mais petit village entre le Perche et la Beauce, donc on va dire des terres qui sont relativement pauvres, hein. Mais une ferme qui vit bien. Voilà, c'était mon arrière-grand-père qui a créé cette ferme. J'ai connu mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon oncle, et aujourd'hui c'est mon cousin qui a repris cette petite ferme. Donc mes grands-parents étaient producteurs de lait. Donc bien entendu dans les années 80, j'ai aussi été affecté par ces quotas laitiers. Donc j'ai vu mes grands-parents traire les vaches et jeter le lait dans les égouts. Ouais. Donc quelque chose qui m'a quand même énormément marqué. C'est marquant, ouais. On se rappelle de ces images d'ailleurs, culturellement. Mais moi je les ai dans les yeux régulièrement, tu vois. Dès qu'on me parle de mon histoire, c'est quelque chose qui me revient et en tous les cas, oui, c'est quelque chose qui marque. On est aussi dans cette période de surproductivité où on oblige en fait pratiquement les fermes à traiter, où on les oblige à voilà. Donc on est exposé à des produits et moi j'en ai tu sais des panneaux attention produits chimiques, j'en ai plein dans la tête, hein. Ouais. Et malheureusement c'était comme ça et on se posait pas de questions. C'était énorme, bien sûr. On se posait pas de questions, on était en train de pourrir nos sols, mais voilà, c'était quelque chose de normal puisqu'en fait c'était pas obligé, mais on vous incitait à faire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai vu tout ça, mais à côté de ça, à la ferme, j'ai vu aussi ma grand-mère avoir ce magnifique potager avec du fumier de vache qui enrichissait cette terre et avec des légumes qui étaient juste démentiels, énormes, avec des goûts de dingue. Et puis elle avait toute la partie volaille, lapin, pigeon. Voilà, on mangeait bien à la ferme. On mangeait bien à la ferme et on mangeait surtout tous les week-ends ensemble. Donc c'était vraiment des grandes tablées où là on avait des produits cuisinés. On rentrait dans la cuisine de la ferme et ça sentait bon parce que voilà il y avait toujours une entrée, un plat, un joli dessert, donc souvent des tartes parce que voilà ma grand-mère elle adorait faire des tartes et puis toujours une belle bouteille, tu vois. Et ça faisait partie vraiment de mon enfance et de ce qui m'a moi sensibilisé en fait finalement. C'est marrant parce qu'il y a l'authenticité, une forme de simplicité, de rusticité, de gourmandise, de plaisir de la table, de la réunion aussi, et en même temps cette conscience d'une société qui est un peu à contre-courant et finalement qui dans un lieu, les deux choses sont parallèles, c'est-à-dire qu'il y a cet engouement, enfin c'est cette obligation du système de la production à faire un petit peu n'importe quoi à cette époque, et parallèlement dans le même environnement, une appétence authentique pour la table, pour le potager, où les légumes grandissent naturellement, et il y a un peu ces deux mondes qui se clashent au même moment. Exactement, et tu sais souvent, c'est très souvent on te pose la question comment vous imaginez la cuisine et la gastronomie de demain, mais moi je l'imagine pas en fait. Moi la gastronomie de demain c'est celle d'hier en fait finalement. Ouais. C'est celle des beaux produits, c'est celle du respect des produits, c'est celle du goût. Et c'est ça qui m'importe. Donc c'est aussi ça qui a énormément influencé ma cuisine par la suite. Ouais. Comment toi tu te projettes enfant? Est-ce que tu te dis je vais faire ce métier, je vais être chef? Comment ça se dessine petit à petit? En fait, très jeune, mais vraiment très jeune, je pense que vers l'âge de 8-9 ans, je savais que je voulais être cuisinier. Ah bon? Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé tout de suite. Voilà, j'aimais bricoler avec ma maman, avec ma grand-mère. Je profitais des copains, mais tu vois, j'avais déjà cette attirance. Comme je te disais, mon papa il jardinait aussi énormément, donc je le voyais, il se donnait beaucoup de peine parce que tu sais, un boucher à cette époque-là, il était à 5 heures du matin au travail, il rentrait à la maison vers 1h30, 2h, il mangeait et bim, il allait dans son jardin, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui le passionnait et moi c'est vraiment le produit et la transformation du produit qui m'a bercé. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des parce que moi je suis toujours étonné de ça, j'aurais rêvé par exemple à titre personnel à 8 ans me dire OK, je sais ce que je vais faire. Moi j'ai mis du temps à trouver le truc, comment, à quel moment on se dit putain, je me projette, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce qu'il y a des images? Alors, tu parles de ce lien familial avec ta maman notamment. Est-ce qu'il y a des scènes, des choses où tu t'es dit putain, la cuisine ça représente ça et ça peut me plaire?
Mais en fait, tu sais que ça soit du végétal ou de la protéine animale, parce que moi mon papa, c'est arrivé régulièrement qui récupère un cochon à la maison et qui le traite de A à Z en fait, parce qu'à cette époque-là c'est ce qu'on faisait, tu vois, on engraissait le cochon dans une thé et dans cette thé, quand le cochon il était arrivé à terme, du coup on le transformait et puis on le mettait tout au congélateur et c'est la viande qui nous servait à manger, tu vois, toute l'année, quoi. Trop bon. Bah oui. Et du coup, moi, je suis dans ça, en fait. Et je te dis ça, c'est dans le garage de la maison, quoi. Hein, c'est pas, voilà. Je vois très bien. Et du coup, t'as des odeurs, t'as des produits. T'es enfant, tu touches. Donc tu vois des choses et tu te dis mais ça a l'air super bon en fait finalement. Et toutes ces odeurs, tous ces produits, vraiment c'est ce qui m'a dirigé vers cette passion, quoi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on touche du doigt un rapport qui est évident aujourd'hui parce que c'est une formule qu'on utilise beaucoup, le rapport au produit, le produit qu'on doit sublimer, tout ça. Néanmoins, toi, c'est ce que tu touches du doigt quand tu parles de cette viande, de ce cochon, de ces légumes, du potager. Tu comprends déjà très jeune que c'est ce rapport au produit qui va faire qu'on, par la transformation, par la cuisine, on va atteindre quelque chose. Est-ce que tu penses à la finalité de la cuisine? Parce que là, pour le coup, tu parles justement du produit originel, de ce qu'on peut en faire, mais est-ce que tu penses à ce que ça peut procurer le repas, les convives, la réunion, ou pas du tout? Non, parce que je suis trop jeune et que finalement, je me projette pas à me dire je vais être un grand cuisinier et je vais refaire le monde. À cette époque-là, tu sais, on vit, on est là, on est dehors et finalement, tu vois, ça va arriver un petit peu plus tard, le fait de se projeter, parce que voilà, les rencontres vont faire que c'est ce qui va m'emmener vers la suite. Jusqu'à on va dire jusqu'à l'âge de 15 ans, je suis comme tous les ados, je profite des copains et je m'amuse. J'ai fait beaucoup de skateboard, donc j'étais quand je rentrais à la maison, j'avais mon voisin Franck avec qui je repartais et on repartait faire du skate. On avait un skatepark à Clos-sur-le-Loir, donc on profitait de s'amuser un petit peu tous ensemble. C'est pas mal ça, parce que les skateparks ils étaient pas trop courants dans les années 80-90, c'était un peu le début. Donc t'avais un baggy et des exactement, et des Vans qui vont bien. Très bon. Et ma première planche c'était une Santa Cruz, donc voilà. mais voilà, on s'amusait. Alors moi j'avais beaucoup moins de facilité que mon copain, donc autant te dire qu'à l'école je ramais fort derrière. Mais voilà, et je pense que dès la 5e ou la 4e, ma première volonté c'était vraiment d'aller au lycée hôtelier en fait. Et je me suis focalisé là-dessus et finalement voilà, je suis en train de passer mon brevet des collèges en 3e à Cloix et je reçois la validation comme quoi je suis accepté au lycée hôtelier de Blois. Donc déjà là pour moi, tu vois, je m'en souviendrai toujours. Je vais au courrier, ma maman me donne cette enveloppe, elle me dit c'est pour toi. Je suis sur la 2 chevaux de mon papa dans le garage et j'ouvre cette enveloppe sur la 2 chevaux et c'est là où je vois que je suis accepté. Et crois-moi, c'est quelque chose qui me restera à vie parce que c'était pour moi quelque chose d'évident, tu vois. C'est quelque chose déjà que j'avais envie d'intégrer par-dessus tout et c'était le premier objectif que je m'étais donné dans ma vie d'adolescent et je suis ravi, quoi. Comment ça va se passer, la découverte justement de cet environnement? Parce qu'entre ce qu'on fantasme justement depuis quelques années, finalement, ce qui est pas rien à l'échelle d'une vie d'adolescent, et la découverte de ce que va être cet apprentissage, comment ça marche? Est-ce que tu te dis, en fait, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, je suis à ma place ou pas du tout? En fait, si tu veux, finalement, à mon âge, tu sais, quand tu veux faire cuisiner, c'est un peu parce que t'es le cancre de la classe et qu'on te dit bah tiens, tu vas faire cuisiner à cette époque-là, tu vois. Donc du coup, tu vas dans un CFA parce que tu vois, le CFA à cette époque, c'est un peu les mauvais qui vont au CFA. Ça a bien évolué depuis, hein, mais à cette époque-là, c'était comme ça, quoi, en fait. Hein. Les cuisiniers étaient réputés pour boire, ils étaient réputés pour être méchants. Donc voilà, et puis surtout, on avait cette pénibilité, hein, puisque tous les copains pendant qu'ils étaient en train de s'amuser, bah toi tu travaillais, quoi. Donc autant te dire que
j'ai eu des parents qui m'ont sensibilisé là-dessus, mais qui n'ont pas été durs, tu vois. Donc ils étaient sensibilisés, qui t'ont dit ça. Attention, tu seras plus avec tes copains, tu profiteras plus, tu pourras pas sortir quand tu veux. Bah oui, parce que à cette époque-là, c'est les premiers mots qu'on te sort, tu vois. Mais ils se sont pas opposés à cette idée. C'est ça. Ils se sont pas opposés et ça n'a pas été un boulet, en fait, parce qu'ils m'ont pas retenu, en fait. Et c'est ça qui est important. Ils t'ont averti. Ils m'ont averti parce que je pense qu'ils se devaient de m'avertir, mais ils m'ont pas retenu. Et là, pour le coup, si tu veux, j'ai été porté. Et quand t'es porté, du dernier de la classe, tu commences à arriver en haut du tableau. Et donc moi, voilà, j'étais pas très très bon, donc je suis arrivé en tant que j'ai fait un bac pro en fait, en 4 ans à l'époque, parce que tu commençais par un BEP et ensuite un bac pro. J'ai très vite fait des extras. Donc à 16 ans, j'ai ma sœur qui m'emmenait en voiture faire des extras pour un traiteur. Alors je sais, on va me dire mais à cette époque-là, on n'a pas le droit de travailler à 16 ans. Mais je travaillais, tu vois, j'économisais. Et donc à 18 ans, j'ai pu m'acheter j'ai pu me payer mon permis, j'ai pu m'acheter ma première voiture qui était une 205 GTI. Wow. Donc autant te dire que à l'époque j'arrivais au lycée hôtelier avec ma 205 GTI. C'est devenu une pièce collector. Ouais, malheureusement je me la suis fait voler, mais sinon je l'aurais toujours, crois-moi, parce que je suis vraiment attaché à tout ça. Oui, j'imagine. Et donc oui, je travaillais parce que j'aimais ça en fait. Et même un jour, tu vois, je rentrais en mobilette avant d'avoir mon permis, je rentrais en mobilette et je me suis endormi et je me suis retrouvé dans un grillage, quoi. Et je suis rentré à... C'est la troisième à me dire ça. Guy Savoie, Paul Perret, Christophe Hay. Les mecs travaillaient trop, ils se sont endormis au guidon de leur mobilette, quand même. Faut y aller, le quoi. truc, quoi. Bah oui, surtout que moi j'avais un truc qui était bien bricolé, donc crois-moi, ça faisait du bruit, hein. C'est drôle. Et ouais, je rentre et voilà, j'étais égratigné de partout, ma maman qui se lève parce qu'elle a entendu du bruit. Qu'est-ce qui t'est arrivé, voilà. Et elle m'a soutenu et ça me touche encore parce que voilà, tu vois, elle était là, elle m'a mis les pansements, les trucs, il était minuit quand même, tu vois. Et voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un cuisinier, mais c'est des choses qui sont pas graves. Oui, mais ça dit quelque chose. Non, c'est pas grave, mais ça dit dès le début, au début d'une cave, parce que là, on est au tout début, qu'il va falloir s'impliquer, mais qu'il va falloir s'impliquer au-delà d'une limite. C'est aussi ça qu'on dit à ce moment-là, parce que là, tu repousses des limites, clairement. Enfin, tu vois, tu te mets en danger. Ça te dit, fais attention, quoi. Fais attention. Tu sais que ce métier peut être beau et peut te faire du bien, mais il peut aussi te faire du mal, donc fais attention. Voilà. Ouais. Et c'était, et je m'en souviens, voilà, comme si c'était hier, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué également. Et aujourd'hui, voilà, ça, par rapport à ce que moi j'ai envie de véhiculer avec mes équipes, du coup ça te marque et après tu fais attention à eux. Qu'est-ce que tu découvres de ces premières expériences justement en cuisine, de ce monde-là et de cette réalité? Parce que souvent il y a l'apprentissage, mais quand on se confronte à la réalité de ce métier-là, en l'occurrence là on se parle de traiteur, donc c'est encore un truc, c'est pas forcément de la restauration, c'est une discipline voisine, cousine. Qu'est-ce que tu y découvres et est-ce que ça te parle, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu te dis que la réalité te convient de cette histoire-là? Ah mais moi je suis aux anges en fait, si tu veux. C'est surtout le fait de combiner et le lycée hôtelier et travailler en même temps, tu vois, c'était quand même voilà, j'avais des rythmes qui étaient quand même assez soutenus, surtout pour un enfant. Mais c'est pas grave, j'aimais ça, donc je le faisais par plaisir. Et il est où le plaisir à ce moment-là? Il est où le plaisir? Il est juste que t'es dans une cuisine et que tu touches au produit et que t'es super content et que je sais pas, tu vois tout le monde qui bouge dans tous les sens. À cette époque-là, ça crie, t'as du bruit, tu vois. Et puis moi, j'étais quand même, j'étais attaché tu vois, au fait d'être dehors, au fait de pouvoir respirer et faire plein de choses. Hein. Comme je disais, je faisais du skate, mais j'ai aussi fait beaucoup de j'ai pêché énormément, donc j'étais champion cadet de pêche au cou, donc voilà, c'est la pêche au cou, c'est la pêche à la canne, hein. Donc j'ai été champion cadet de pêche au cou en région centre. Donc tu vois, je passais vraiment mon temps entre la cuisine, la pêche, le fait d'être dehors, faire du skate. Voilà, j'étais quelqu'un de très dehors en fait, tu vois. Ouais. J'ai jamais eu de console, j'ai jamais eu d'ordinateur.
Voilà, j'ai toujours été dehors. Et c'était ça ma plus grande passion, c'était de profiter de la nature et de profiter d'être en mouvement en fait finalement. Et c'est pour ça que le métier très jeune m'a pas fait de mal en fait. Comment les portes vont s'ouvrir par la suite? Parce que là, on se parle d'un âge où on est un petit peu dans une forme de projection au jour le jour. On apprend, il y a ce lycée, il y a les premières expériences professionnelles en parallèle, la découverte de la réalité d'une cuisine aussi. Ça va être quoi les expériences suivantes qui vont marquer le début d'une carrière finalement? Parce qu'après, quand on sort de l'apprentissage, il faut commencer à faire ses premiers pas. Alors moi, c'est marrant, mais je n'ai jamais cherché de travail. J'ai jamais postulé. J'ai jamais regardé une annonce. Et je me suis jamais projeté de me dire je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Donc en fait, au lycée hôtelier, j'ai 19 ans quand je passe mon bac pro, et Jean-Jacques Lidon qui est mon prof de cuisine à l'époque vient me voir et me dit tiens Christophe, il y a un chef étoilé sur Blois qui est le seul chef étoilé à l'époque, qui est Eric Rettler au Rendez-vous des pêcheurs à Blois, qui cherche un commis. Va le voir parce que je pense que ça pourrait vraiment être intéressant pour toi. Et puis là, je vais le voir, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de charisme, un ancien de Paul Bocuse, un ancien de chez Guy Savoy, voilà, avec beaucoup d'expérience. Et je me dis je m'étais pas projeté de faire des maisons étoilées, mais pourquoi pas en fait, hein. Et je démarre là, et c'est dur. C'est dur parce qu'à cette époque, t'as une journée et demie de repos par semaine, ta demi-journée tu la passes à dormir, et que la seule journée qui te reste, du coup t'essaies de profiter un peu des tiens. Et je suis rincé par le rythme, par la chaleur, par le temps de travail, par l'implication, parce que j'ai toujours été impliqué, j'ai toujours tout donné pour être à fond. Et là Eric il me prend dans son bureau et il me dit écoute, je crois en toi, accroche-toi et tu vas voir que tu vas avoir des jours meilleurs. Je pense qu'on a tous besoin d'un déclic à un moment ou à un autre dans notre vie, et si ce déclic finalement il vient pas par quelqu'un, par quelqu'un qui t'entoure, par quelqu'un qui a envie de te montrer le droit chemin, finalement tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Et comme je te disais tout à l'heure que j'allais te parler de quelque chose aussi, je vais te parler d'une ligne de la vie en fait. Et cette ligne de la vie, elle est hyper importante. Donc beaucoup de gens te parlent d'un tracé où tu mets le plus, le moins, et puis pour prendre des décisions dans la vie, tu sais, on te dit souvent tu fais une ligne, tu mets voilà. Moi les colonnes, je m'en fous. Là, le seul truc qui m'intéresse dans tout ça, c'est de se faire une ligne de la vie en fait. Et ce que je dis beaucoup aux jeunes aujourd'hui, c'est projette-toi et dis-toi qu'est-ce que tu as envie d'être dans 10 ans. C'est Eric qui m'a parlé de ça en fait. C'est pour ça que je te parle de ça, mais c'est vraiment Eric qui m'a parlé de cette ligne de la vie. Il me dit projette-toi de ce que tu seras dans 10 ans, et finalement, après, peu importe. D'accord ? Quand il y a des gens qui vont te vouloir du mal, de droite, de gauche, et qui vont vouloir te donner des pics, toi tu sais où tu veux aller. Toi tu sais où tu as envie d'emmener ta ligne, parce que tu l'as faite dans ta tête. Et si les gens te veulent du mal, tu vas les écarter, et finalement tu vas arriver tout droit dans ton but, et c'est ça qui va te faire du bien.